Salut à tous, amis de l'angoisse. Et oui, confinement oblige, Goldie et moi allons faire nos petites vidéos, chacun dans son salon. Là, c'était Hellboy, mon chien. Il vient me soutenir. Bon, on commence? Allez, à toi Goldie. Oh, pardon. Oui, bonjour à toi Libellule, bonjour à tous amis de l'angoisse. Étant confinés, en effet, nous allons quand même faire le calendrier du cinéphile et nous attaquer à une date intéressante, le 26 mai 1913. Mais quelle est cette date? Eh bien, tout simplement, nous allons parler du second morceau du duo iconique de la Hammer. Après Christopher Lee, place à Peter Cushing. Peter William Cushing, de son nom complet, est né à Conley, qui est un district de la commune anglaise de Surrey. Il est né donc le 26 mai 1913 de deux parents normaux, à savoir George Edward Cushing et sa mère Nellie Mary King. Il a également un frère, George, âgé de plus de 3 ans. Sa jeunesse ne sera pas facile, tout simplement parce que sa mère, fille d'un marchand de tapis, ne souhaitait avoir qu'une fille. De ce fait, elle va avoir tendance à lui laisser pousser ses longs cheveux, à l'habiller avec des robes, et même à lui nouer des rubans roses des cheveux. Peter Cushing, avec des rubans roses dans les cheveux. Pas mal. Il n'aura d'ailleurs pas plus de chance du côté de son père, car George, son père, pas son frère, vous voyez, est un géomètre pour une famille de la haute société de profession. Malheureusement, Peter Cushing dira de lui qu'il ne l'a jamais bien connu tant il était réservé. C'est une jeunesse qui s'annonce clémente. Heureusement, sa famille se composait d'acteurs, tels que son grand-père, Henry William Cushing, qui a quand même joué avec Henry Irving, un acteur de théâtre du 19e siècle, qui a joué Macbeth, Othello, Hamlet, et j'en passe. Sa tante et son oncle étaient aussi acteurs. Peter Cushing a vu sa jeunesse troublée par la Première Guerre mondiale, bien qu'il fût trop jeune pour tout comprendre. C'est lors d'un Noël de sa jeunesse qu'il verra une production scénique de Peter Pan. Et cela va influer sur son futur jeu d'acteur. D'ailleurs, il commencera à gagner de l'argent en produisant un spectacle de marionnettes devant sa famille. Poussé par son professeur de physique, D.J. Davis, à participer au théâtre, ce dernier jouera presque dans toutes les représentations. Ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, il finira par s'engager dans le théâtre et obtiendra même une bourse. D'ailleurs, c'est un exploit car ça ne s'est fait non sans mal, puisque personne ne croyait en lui, et encore moins son père qui avait décidé qu'il deviendrait géomètre. Tu vois, tu seras géomètre, tu feras pas ces conneries, tu auras un boulot stable, tu gagneras ta vie, nickel. Un boulot qu'il fit durant quelques temps. Sinon, il a également été vendeur de rafraîchissement, directeur de scène. Il a également aussi travaillé dans trop de trucs. Enfin, il a enchaîné les petits boulots, quoi. Ça rappelle la jeunesse de certains, n'est-ce pas? En 1939, il décide de poursuivre sa carrière cinématographique aux États-Unis. Ainsi, son père lui offre un billet aller simple pour Hollywood. Il y emménagera avec 50 livres en poche. Là-bas, il fait la rencontre de Larry Goodhand, un employé de la Columbia Pictures, qui lui permettra de jouer le rôle de remplaçant dans le film L'homme au masque de fer de James Whale. Il continuera ainsi à faire des plus ou moins grands ou petits rôles, jusqu'à d'ailleurs faire un petit rôle dans le film Les As d'Oxford. Sorti en 1940, ce film avait quand même mis en duo vedette Laurel et Hardy, ce qui n'est pas rien. De retour en Angleterre en 1942, celui-ci ne pourra pas être engagé en tant que militaire actif, dû à des blessures d'enfance qui le pénalisaient, faut bien le dire. C'est sur les conseils donc d'un ami qu'il rejoindra l'association du service national du divertissement, dans lequel il sera acteur
et également fera des apparitions dans des spots radio occasionnels. C'est d'ailleurs durant une tournée en 1943 qu'il rencontrera Ellen Beck, une ancienne danseuse dont il tombera amoureux. Ils célébreront leur mariage le 10 avril de la même année. Malheureusement, très endetté et contraint de quitter l'ENSA, l'Entertainment National Service Association, en raison de congestion pulmonaire, Peter Cushing verra de longues années de vache maigre, jusqu'au succès de Hamlet, dans lequel il tournera pour le rôle de Osric. Tout à fait, absolument. D'ailleurs, le film Hamlet remportera l'Oscar du meilleur film. Petite récompense. Peter Cushing y trouvera d'ailleurs plus que ça, puisqu'il trouvera un ami proche pour toujours en la personne de Christopher Lee. Duo iconique par la suite de la Hammer, ils firent aussi d'autres films avant, dont le sympathique Moulin Rouge en 1952. Par la suite, Peter Cushing s'orientera plutôt vers la télévision britannique. Une chose intéressante, et d'ailleurs qui lui sera bénéfique, puisqu'il obtiendra le Daily Mail National Television Award en 1953 et en 1954. Il atteindra d'ailleurs l'apothéose de sa carrière en incarnant le personnage de Winston Smith dans 1984, adapté du roman de George Orwell. Les années qui suivirent lui vaudront la gloire et de nombreuses récompenses. Mais Peter Cushing souhaite retourner vers le cinéma. Et ce n'est pas chose facile, car les producteurs ont des ressentiments envers les acteurs de télé. Il tournera quelques films, puis s'intéressera à une petite société de production, la Hammer. Celle-ci souhaite adapter le roman Frankenstein de Mary Shelley. Ni une ni deux, Peter Cushing postule pour le rôle du baron Victor Frankenstein et l'obtient. D'ailleurs, sur le tournage, il y retrouvera Christopher Lee interprétant la créature de Frankenstein. La malédiction de Frankenstein fut réellement un grand succès. Et ça, c'est génial. Mais ça ne représente qu'un des 22 films qu'il fera avec les studios Hammer. En même temps, non, j'ai envie de vous les montrer. Je dois résister, mais j'ai envie de vous les montrer. Les 60 et 70 seront donc des années très prolifiques pour notre cher Peter Cushing. Il enchaînera notamment beaucoup de rôles de gentils au sein des studios Hammer, comme le baron Victor Frankenstein, pour ça que je fais gentil sur pour lui, Abraham Van Helsing ou encore Sherlock Holmes. Mais il souhaiterait également faire des rôles de méchants. On n'attendait pas à ce tournant-là puisque le duo est souvent Christopher Lee méchant, Peter Cushing gentil. Néanmoins, ça lui réussira plutôt bien. Des films tels que Les sévices de Dracula, où il incarne un fanatique religieux chef de secte anti-sorcière, était un film bien sympa. Tout comme le fascinant Capitaine Clegg, où il incarne un chef pirate qui souhaite se cacher de la population sous les traits d'un révérend. On pourra également citer son rôle dans Le Serment des Robins des Bois, où il n'est nul autre que le shérif de Nottingham. Pas mal. Il fera également beaucoup de films pour la Amicus, une autre société britannique spécialisée dans les films d'horreur. Il y incarnera le rôle du Docteur Who dans Docteur Who et les Daleks. Avec les Daleks, genre exterminé. En 1965. Mais il incarnera aussi d'autres personnages dans des films horrifiques à sketch, tels que Le Train des Épouvantes, Le Jardin des Tortures,
La maison qui tue ou Asylum. C'est nul ce nom, non? Peter Cushing jouera dans bon nombre de films en dehors de ces deux grosses maisons de production que sont la Hammer et la Amicus. On pourra notamment le retrouver dans La Nuit de la Grande Chaleur, un petit film qui a divisé la foule lors de sa sortie en 67, mais qui lui permettra de retrouver Christopher Lee, le duo iconique. On peut le retrouver également dans Le Vampire à soif, avec un vampire qui a une tête de mouche pour ma part, mais également dans le retour de l'abominable Dr. Phib en 72, aux côtés de Vincent Price. Et terminons en citant une œuvre quelque peu nanardesque, mais que j'aime particulièrement, à savoir Le Commando des Morts-Vivants en 1977. Peter Cushing perdra malheureusement sa femme, Hélène, en 1971. C'est un coup dur pour l'acteur. Il vieillira prématurément et souffrira de solitude et de dépression jusqu'à la fin de sa vie. Néanmoins, un dernier grand rôle lui sera attribué en 1977, celui de Moff Turkin, l'ambitieux et cruel gouverneur stellaire supervisant l'Étoile Noire dans Un Nouvel Espoir, le premier film de la saga Star Wars. Son personnage sera d'ailleurs repris dans la saga animée Star Wars The Clone Wars, puis en 2014 dans la série animée Star Wars Rebels. Il réapparaîtra également numériquement 22 ans après sa mort en 2016 dans Rogue One, A Star Wars Story, grâce à un système de détection de mouvement qui soulèvera de nombreuses questions techniques et morales. Il continuera de jouer dans quelques petits films sympathiques. On le retrouvera notamment dans Les Masques de la Mort, où il interprétera une fois de plus Sherlock Holmes en 1984, ou encore dans le film Top Secret, aux côtés de Val Kilmer, où il interprétera un libraire suédois ayant un œil un peu plus gros que la moyenne. Malheureusement, notre cher Peter Cushing avait un cancer de la prostate qui avait été diagnostiqué en 82. Et il nous quittera de ce même cancer le 11 août 1994 à l'âge de 81 ans. Il laissera derrière lui une filmographie immense et beaucoup de fans au cœur bien triste. Rien que pour ça, merci Peter Cushing. Peter Cushing n'était pas un bon élève et il n'a obtenu de bonnes notes que grâce à son frère qui lui faisait ses devoirs. Peter Cushing participera à une émission britannique réalisant les souhaits, la Jim-LL Fix avec un X. Et pardon Angleterre, pardon les Anglais, mon anglais est très mauvais. Peter Cushing y fera le souhait qu'une souche de rose porte le nom de son épouse. Vœu exaucé, car au Weaver Great Garden, vous pouvez trouver la Helen Cushing Rose qui y est cultivée. C'est un très beau geste d'une émission de télé britannique. L'acteur et directeur de théâtre Bill Fraser a accepté, suite à ses nombreuses lettres, de rencontrer Peter Cushing en 1935, simplement pour lui demander en personne d'arrêter d'écrire. Pour le film L'homme au masque de fer, Peter Cushing avait dit être un escrimeur de renom. Ce qui est totalement faux. D'ailleurs, c'était un religieux, un végétarien reconnu et même un ornithologue qui aimait énormément la faune de façon générale. Voilà les amis, je vais laisser notre Goldie conclure ce chapitre particulièrement intéressant sur Peter Cushing. C'était un homme vraiment particulier, comme souvent dans le calendrier du cinéphile. Allez, tchuss, vas-y Goldie. Malgré la vidéo que nous avons faite assez consistante, il serait très difficile de décrire exactement qui était Peter Cushing. Une personne qui a eu une jeunesse très difficile, qui a connu la gloire, qui a connu les difficultés, qui a connu tous les sentiments que pourrait connaître un être humain et qui a toujours tenté plus ou moins de s'accrocher malgré le décès de son épouse et d'autres péripéties. Il faut franchement rendre à César ce qui appartient à César et du coup rendre à Cushing ce qui appartient à Cushing. Il aura quand même embelli visuellement par le petit écran de la télé ou le grand écran du cinéma la vie de beaucoup. À travers tous ces différents films, il aura touché à tous les genres.
Et malgré qu'il ait tendance à jouer dans l'horreur, genre qu'il n'affectionne pas de prime abord, il sera également présent dans des comédies, dans des films d'enquête à Sherlock Holmes, dans des Doctor Who, et on le connaîtra forcément son visage pour un rôle. Il sera même dans Star Wars. Toutes les générations auront été touchées d'une façon ou d'une autre par Peter Cushing. Et même ceux qui ne connaissent pas son nom connaissent son visage. Allez, tchuss. Gravitus.